Je vous propose de parler un peu plus concrètement de ce qui va se passer aujourd'hui. On ouvre le bal en quelque sorte. Nous allons présenter la technologie FDM et nous allons rentrer dans le détail de pourquoi cette technologie. Il s'agit d'une des technologies la plus répandue et aujourd'hui la plus connue. Et je pense que vous allez soit la découvrir ou soit aller encore plus loin sur cette technologie. Pour pouvoir lancer ce cycle, nous avons demandé à Yannick Comnes. Donc Yannick est un expert de la fabrication additive, on va dire depuis plus de 25 ans. Ça ne se voit pas hein, à son jeune âge. Mais du coup, il va nous permettre de bien comprendre l'intérêt de cette technologie et son positionnement sur le marché de la fabrication additive aujourd'hui. Il est à la fois formateur et référent des formations chez F3DF et il est le fondateur de la startup BeHealth. Peut-être que tu nous donneras un petit mot aussi par rapport à ça. Je te propose, Yannick, de prendre la parole et je reviendrai pour animer vos questions que vous pouvez poser via le chat ou en direct en allumant vos webcams à ce moment-là. Eh bien, merci Florian, c'était un plaisir de démarrer ce cycle Classroom, donc sur la fabrication additive, donc technologie FDM. Comme Florian l'a dit, je suis un peu un dinosaure de la fabrication additive et j'ai démarré le FDM à l'époque où on n'avait pas trop d'ennuis pour choisir sa technologie et son fabricant, puisqu'il n'y en avait qu'un seul, c'était Stratasys. Donc j'ai démarré le FDM en 98. Clairement, il n'y avait qu'un seul matériau à l'époque. Donc c'est vrai que c'était quand même un avantage par rapport à aujourd'hui. D'une part, pour ça, parce qu'on n'avait pas posé de questions. Par contre, on n'allait pas aussi loin que ce qu'on peut faire maintenant. Donc, comme l'a dit Florian, on va parler aujourd'hui de la technologie qui est largement diffusée. Des principes de fonctionnement, on va rapidement revenir dessus. Les types de machines aussi, c'est un petit peu intéressant parce qu'il y a toujours des questions qui se posent par rapport à est-ce qu'il faut prendre telle ou telle machine. On va faire un rapide survol des matériaux puisque ça va être vu très en détail pendant ces classrooms avec vraiment des experts de haut niveau sur les matériaux. On va regarder aussi les marchés qui sont actuellement proposés pour la fabrication additive FDM, les secteurs d'activité également, donc les secteurs verticaux. Et c'est là où on va voir que en fait on est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. Donc, il faut savoir que, comme l'a dit Florian, c'est une technologie qui est largement diffusée puisque 97% des utilisateurs de fabrication additive utilisent le FDM. Alors, utilisent pas tous les jours, mais en tout cas, 97% des personnes qui ont fait un jour de la FA ont utilisé le FDM. Faut savoir que c'est 80% des machines qui sont diffusées à l'heure actuelle. Par contre, dans ces machines, il faut savoir aussi que 90% sont des machines à moins de 5 000 euros. Ça veut dire que à l'heure actuelle, il y a énormément de machines qui sont proposées sur le marché, qui sont des machines, on va dire, de base. Cependant, avec ces machines de base, on arrive à faire des choses qui sont très intéressantes qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore 5 ans en arrière. Et puis donc par rapport à ça, 50% des pièces qui sont faites en FDM sont faites en interne. Ça veut dire que c'est des personnes ou des entreprises qui ont acquis des moyens de fabrication additive pour fabriquer des pièces pour leurs propres besoins. C'est généralement le premier point d'entrée quand on démarre la fabrication additive. C'est-à-dire on commence souvent par acheter ce type de machine pour ses propres besoins, parce que c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en œuvre par rapport à des technologies plus complexes sur lit de poudre, et surtout qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Alors le principe,
Le principe, c'est tout bête, on va extruder un filament, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un filament qui va être sur une bobine, on va chauffer ce filament et une fois que ce filament sera chaud, on va le déposer en couche sur ce qui a été fait précédemment. Alors, il y a d'autres types de machines où on part pas d'un filament, mais où on part d'un granulé, d'un granulé qu'on peut utiliser en plasturgie. Donc, il y a plusieurs marques qui se sont lancées sur ce type de marché qui permet d'utiliser directement des matières techniques d'injection. C'est pas le plus répandu, on va dire, c'est 1% du marché à peine. Donc le principe, comme je le disais, hein, on a une buse d'extrusion, on a un fil, une buse d'extrusion. Cette buse, elle est chauffée. Et donc le fil, quand il est chaud, il est déposé couche par couche sur ce qui vient d'être fait précédemment. Donc en fait, on dépose un thermoplastique. Alors ça aussi, c'est important de savoir au niveau des matériaux, c'est uniquement des thermoplastiques. On n'a pas accès à des résines sur les technologies FDM. Il y a d'autres technologies qui existent où on a un principe un peu similaire avec une buse, mais derrière on a un UV. Mais là, on va vraiment se focaliser sur le FDM pur et dur. Alors, quand on parle de FDM, c'est Fuse Deposition Modeling. C'est un nom qui est où il y a un copyright. Donc, c'est Stratasys qui a déposé ce nom en 1988. Sur les autres machines qu'on appelle de manière générique FDM, en fait, le nom usuel, c'est FFF, donc c'est Fused Filament Fabrication. Donc, où là, on retrouve la majorité des machines, puisque c'est toutes les machines qui ne seront pas des Stratasys. Donc, on part d'une pièce. Quand on fabrique sur le FDM, on part d'une pièce. Donc là, c'est un cube de 52 côtés, avec des angles vifs, des rayons, un trou. Alors pourquoi je vous propose cette pièce? Parce que si vous voulez faire des tests, c'est une pièce qui peut être déjà intéressante pour regarder des temps de fabrication, pour regarder des stratégies. Donc vous pouvez voir plein de choses sur ce type de pièce qui est très simple. Donc c'est pour ça que je l'ai proposé. En termes de fabrication, il faut savoir que les machines n'avalent pas directement des fichiers CAO. Ça, c'est quelque chose souvent que me demandent les industriels. Ils me demandent si on part d'un fichier CATIA, on le rentre directement sur une machine. Non, on part pas directement d'un fichier CATIA, on le rentre pas dans une machine. On passe par un fichier STL et ce fichier STL qui représente 90% à l'heure actuelle des fichiers utilisés. Ce fichier STL lui-même est encore transformé dans un autre fichier qui va être lu par la machine. Donc on parle de superposition de couches. Donc le fichier va être découpé en strates. Et donc ce fichier découpé en strates, on va avoir une enveloppe et puis l'intérieur de la pièce qui va être faite. Ce fichier qui est découpé en strates peut avoir des épaisseurs constantes ou variables. Donc on commence à voir arriver de plus en plus de logiciels qui permettent de faire des épaisseurs variables, ce qui permet d'accroître l'esthétique de la pièce à partir du moment où on va changer de section. Donc, une fois qu'on a fait notre fichier en CAO, donc on a pris un logiciel pour préparer, pour faire ces slices, comme je le disais précédemment. Ces logiciels, il y a, on va dire, des logiciels qui sont libres. C'est les logiciels type Cura, Simplify, KeySlicer. C'est des logiciels qui sont utilisés sur plusieurs machines. Et puis, il y a aussi des logiciels propriétaires. Donc là, on voit sur la vue le logiciel GrabCAD, qui est le logiciel utilisé par Stratasys. Et il y a certaines machines où on n'a pas le choix. On est obligé de passer par cette partie-là. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, on pourra en parler un petit peu plus loin. Par rapport à l'orientation de la pièce, ces logiciels permettent d'orienter et c'est là où ça prend tout son sens, c'est-à-dire qu'en fait,
quand on oriente la pièce, il faut satisfaire la fabricabilité, les impératifs techniques et l'esthétique. Donc c'est vraiment les 3 critères dans cet ordre-là qu'on va utiliser pour orienter la pièce. Donc ça veut dire qu'une pièce qui doit avoir une esthétique impeccable mais qu'on ne sait pas fabriquer, ça sert à rien. Donc on va vraiment le prendre dans cet ordre-là. Et c'est fait sur les logiciels de slicing que j'ai présenté précédemment. Quand on conçoit de manière orientée, donc là c'est un module qui va arriver plus loin, une classroom qui va arriver plus loin, il faut prendre en compte cette orientation. Parce que à partir du moment où on est sur cette technologie, il va falloir savoir quelles sont les phases qui vont être en dessus et en dessous pour pouvoir fabriquer la pièce de la bonne manière. Donc ça veut dire que dès le départ de la conception, bureau d'études, on peut être amené à connaître, à avoir besoin de cette orientation. Donc, alors pourquoi qu'on a besoin d'avoir cette orientation? Parce que ces technologies ont des supports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des supports, on a une partie qui va être en plus, qui va être fabriquée en plus de la pièce. Donc quand on n'a pas assez de support, en règle générale, la fabricabilité va pas être tenue. Ça veut dire que la pièce va tomber ou va mal se monter, il va manquer des parties. Et quand on a trop de support, on va avoir une exigence technique ou esthétique qui va être non tenue. Ça veut dire que ces supports sont très importants et c'est pour ça que dès la conception bureau d'études, il faut en tenir compte. Donc, par rapport à ces supports, bah voilà, c'est très simple, hein. Quand on monte un cube, donc c'est le même cube avec le même remplissage, on est tout pareil. Quand on monte un cube qui est sans support, on est sur, là je prends un cas standard, on est sur 2h40 de fabrication sur une machine type machine de bureau. À partir du moment où on met des supports qui ont le même matériau que la pièce, on est à 4h30, et quand on est avec des supports solubles, on est à 6h, parce qu'il faut changer de tête. Donc ça veut dire qu'on a une influence très importante des supports sur la pièce. Ça veut dire que quand on conçoit, il faut minimiser ces supports. C'est-à-dire moins on en a, plus la pièce sera montée rapidement et plus économiquement parlant, on sera intéressant. Il faut savoir aussi qu'il y a des matières qui se supportent et d'autres qui, pour le moment, ne se supportent pas. Alors, je dis pour le moment parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'avancées sur les matériaux. Par exemple, les élastomères, les silicones, on ne peut pas les supporter. Mais le centre technique Axel One, qui est à Lyon, travaille sur la fabrication dans des gels. Où là, on peut fabriquer une pièce avec un matériau qui va être aussi fluide que de l'eau dans un gel où on n'a pas du tout besoin de support puisqu'on va être directement inclus à l'intérieur d'un gel. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui se dit aujourd'hui, demain ne sera peut-être pas vrai. Et il faut aussi en tenir compte, c'est que c'est une technologie qui évolue très vite. Après avoir stagné pendant presque 15 ans, il y a eu un boom d'évolution sur cette technologie FDM. Donc, par rapport au type de machine, je dirais, quand on regarde, on a 2 grandes classes, ça va être les machines delta et puis les machines cartésiennes. Les machines cartésiennes, donc c'est la machine qui est à droite, représente, on va dire, la majorité des machines de FDM à l'heure actuelle. Ces machines ont des déplacements des axes. Donc les axes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête qui va déposer le modèle va se déplacer sur certaines machines en XY et puis le plateau va se déplacer en Z. Donc sur la machine de gauche, c'est généralement les machines de grande capacité sont aussi sur cette technologie. Et puis il y a d'autres machines où on a le plateau qui va se déplacer en Y, qui engendre alors un avantage parce qu'on a un guidage en XZ pour la tête. Par contre, le plateau a beaucoup d'inertie en termes d'inertie mécanique. Et ça veut dire qu'il faut vraiment bien gérer tout ce qui est translation des moteurs par rapport au poids embarqué de la machine.
on a vu tout à l'heure, le fil doit arriver dans une buse. Donc on a aussi deux technologies qui sont très présentes. On a la technologie où on a un moteur qui est déporté assez loin de la tête, et puis un moteur d'entraînement qui est sur la tête. Donc c'est ce qu'on appelle le Bowden extruder et le direct feed extruder. Ces deux technologies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je dirais, il y a en règle générale, les machines qui ont euh, les meilleures résolutions sont plutôt en direct feed extruder parce qu'on est au plus près de la buse. Par contre, on a une masse embarquée sur la machine qui est beaucoup plus importante et donc des mouvements qui nécessitent beaucoup plus de puissance mécanique au niveau des moteurs. Donc souvent on me dit pourquoi je prends un extrudeur double ou pourquoi un extrudeur simple. Alors souvent on se dit quand j'ai deux matières à faire, vaut mieux avoir un extrudeur double. Alors effectivement c'est plus facile, on a directement les deux fils. Je dirais l'extrudeur double il est vraiment pertinent quand on veut faire des supports avec un autre matériau. À partir du moment où c'est juste pour changer de matériau, passer par exemple d'un ABS à un PETG, il vaut mieux avoir un extrudeur simple et puis recharger la matière plutôt que d'avoir un extrudeur double où au niveau de la masse embarquée on va être plus important et où on risque de générer des collisions avec la deuxième buse qui est pas loin de la pièce. En plus, il faut savoir quand on a deux extrudeurs, on va perdre sur le plateau, sur la taille du plateau. Donc, on diminue la taille de fabrication des pièces. Donc ça peut être aussi un enjeu pour la fabrication de certaines pièces. Et c'est là où le Bowden Dual Extruder est avantageux, c'est que on peut, comme on n'a pas de moteurs qui sont directement sur la tête, on peut avoir des extrudeurs qui sont beaucoup plus près l'un de l'autre et on peut être beaucoup plus léger. Donc à partir du moment où on veut faire des supports, ça peut être un avantage d'être sur ce type de technologie. La chose la plus importante en fait sur la fabrication additive au niveau des machines, ça va être le contrôle de la température. C'est clair que quand on a une machine qui va être vendue en kit à 400 €, on va pas pouvoir avoir un contrôle de la température de toutes les zones de fabrication. Ça veut dire que globalement, on va être beaucoup plus restreint quant aux matériaux qu'on va utiliser. Quand on prend une machine qui a un contrôle de température interne, donc la machine de droite, une map à acheter par exemple, où là on est sur des ordres de prix qui décuplent puisqu'on va passer de 400 € à plus de 4000 €. On va pouvoir avoir des machines qui vont être tempérées à l'intérieur. Je dirais, c'est là où on voit vraiment la différence entre les différentes gammes de machines. C'est-à-dire qu'une machine de bas de gamme va pas pouvoir contrôler complètement l'environnement de la pièce et du matériau. Le cas ultime, c'est le contrôle total de la température sur des machines type Fortus de chez Stratasys, où on a des paramètres qui sont fermés, on a un environnement contrôlé en termes de température, on a des matériaux qui sont propriétaires, on a une maintenance obligatoire. Donc dans ce cas présent, on a des machines qui vont avoisiner les 500 000 €. Par contre, elles vont être homologuées pour faire de la fabrication dans l'aéro. Alors c'est clair que quand on achète ce type de machine, c'est qu'on a déjà un marché qui est important et on est obligé d'avoir de la traçabilité sur les matériaux et sur la manière de fabriquer les pièces. Donc les matériaux, historiquement, c'est Stratasys qui a démarré avec de l'ABS. Et puis dans les années, on va dire 2012, quand le brevet a été relâché, on a les premières machines RepRap qui sont arrivées avec des matériaux type PLA, qui représentent une grande part de la fabrication à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les matériaux sont beaucoup plus techniques. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment s'est développé depuis 2012 la fabrication additive en dehors du constructeur historique, puisque l'offre de matériaux augmente de jour en jour. Et à l'heure actuelle, on a des machines qui sont développées pour du spécifique, pour des matériaux spécifiques.
Alors, là, on peut prendre deux cas, hein. On a des machines chinoises, une TAM6 qui sont de plus en plus développées pour des matériaux de très haute technologie, type PEKK, PEK, PEI. Donc les PEI, c'est l'ULTEM, utilisé pour l'aéronautique. Et on a un constructeur français, Calop, qui permet aussi de développer ce type, de fabriquer avec ce type de matériaux. Donc on s'aperçoit que au début, on achetait une machine et puis on mettait les matériaux qu'on trouvait. Donc ça, c'était l'époque où on faisait du prototype. À l'heure actuelle, on arrive sur des machines où on veut faire de la série avec. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le matériau et on va acheter la machine en fonction du matériau. Là, je lisais un article pas plus tard qu'hier. Cette slide, je l'ai ajoutée hier. On a actuellement Arkema et Armor Group qui a fait un partenariat avec une entreprise polonaise pour fabriquer une machine avec des matériaux typés qui est en capacité de faire des supports. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire encore il y a un an en arrière, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est en mesure de proposer des PEKK, donc des matériaux très techniques pour l'aéronautique, qui sont possiblement supportables, alors que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Concernant la fabrication, donc on s'aperçoit qu'on a des matériaux qui sont de plus en plus fiables avec des logiciels de calcul. Donc on est en capacité aujourd'hui de faire de la conception orientée, de faire de la conception dédiée avec des matériaux qui permettent, par exemple, d'aller sur des Formule 1 de la mer. Les pièces que je présente là sur cette slide sont des pièces qui sont chargées à 30% fibre de verre. C'est des polypropylènes chargés à 30% fibre de verre. Et c'est des pièces qui peuvent avantageusement remplacer des pièces qu'on faisait auparavant de manière métallique. Parce qu'elles vont tenir, sur les contraintes qu'on va avoir sur les embruns, donc les brouillards salins. Et donc c'est des pièces qui sont maintenant de plus en plus facilement proposables sur la fabrication. Donc par rapport à ce qu'on peut voir arriver, donc par rapport aux marchés qui sont potentiellement utilisés aujourd'hui, il y a les pièces qui sont dans l'atelier pour faire des posages. Donc là, on a un posage qui est fait en 30% chargé fibre de verre qui permet de remplacer un posage qu'on faisait auparavant en usinage. Et quand on commence à faire de l'usinage sur des pièces de ce type-là, on a des délais d'approvisionnement qui sont d'une, 2 semaines, voire plus grandes encore. Alors que quand on les fait en fabrication additive, ces matériaux sont possibles à réaliser sur des machines qui sont à des coûts inférieurs à 5 000 euros. Quand on est sur ce type de machine, internalisée à l'intérieur de l'entreprise, on est en capacité en quelques heures d'avoir un posage de cette complexité directement sur la chaîne de fabrication. Donc on est passé de quelques semaines à quelques heures pour avoir un posage et ça change totalement la manière de voir la supply chain à l'intérieur des entreprises. Là, on parlait tout à l'heure des matières homologuées pour l'aéro. Donc l'ULTEM est utilisé par Airbus, est utilisé par Boeing. Et on est à l'heure actuelle sur des machines qui sont utilisables également en salle blanche. Les premières machines pour salle blanche pour pouvoir faire des pièces en ULTEM ou en PIC sont arrivées. Donc quel est l'avantage d'avoir des pièces en salle blanche pour du PIC ou de l'ULTEM? C'est de pouvoir attaquer le marché médical. L'ULTEM et le PIC sont utilisés pour faire des implants, surtout le PIC, pour faire des implants pour pouvoir entrer dans le corps humain. C'est une des grandes potentialités de la fabrication additive. Et le fait d'avoir des machines utilisables en salle blanche va permettre de développer cette techno. Donc là, on s'aperçoit qu'on a le marché de l'aéronautique, on a le médical.
et on a tous les marchés transverses. Donc, tous les marchés transverses, ça veut dire que, comme je l'ai expliqué, il faut considérer qu'une machine de fabrication additive FDM ou FFF va pouvoir être utilisée de manière transverse dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il faut le considérer comme une machine-outil à tout faire. Là, on peut voir, par exemple, une pièce qui est faite chez un constructeur automobile, c'est chez BM. Ça permet également de faire des pièces qui vont pouvoir gagner, faire gagner en confort le personnel qui est sur des chaînes de montage. Cette pièce-là permet de prévenir les TMS, donc tout ce qui est traumatisme musculo-squelettique. Donc, on va avoir un gain de temps important, on va avoir un gain de qualité parce que on va pouvoir faire des posages qui vont permettre de prendre les pièces d'une manière plus intéressante dans l'atelier. Et puis, on va aussi gagner en confort pour les opérateurs. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est possible à l'heure actuelle avec une technologie FDM qui peut être internalisée. En termes de matériaux, on a des matériaux de plus en plus techniques qui posent des points de vigilance. Clairement, les entreprises à l'heure actuelle ont internalisé des moyens. Parfois, ces moyens sont directement posés dans les bureaux d'études, donc à côté d'un environnement qui n'est pas fait pour aspirer tous les composés qui vont être en présence lors de la mise en œuvre. Et des matériaux comme le PIC ou le PEKK nécessitent des précautions très importantes en termes d'aspiration sur les machines. Quand on est dans un environnement industriel, c'est beaucoup plus facile de mettre en place. Quand on est dans un bureau d'études, c'est beaucoup plus complexe. Et je dirais même sur le PLA, il faut avoir de la vigilance parce qu'il y a pas mal d'additifs à l'intérieur des fils pour pouvoir fabriquer les pièces. Donc, si je conclus cette session, en attendant vos questions, donc on s'aperçoit que c'est la technologie la plus répandue. Le ticket d'entrée, il est très abordable puisqu'on des premières machines commencent à partir de, on va dire, 500 € et on peut avoir une machine qui va pouvoir être dans un atelier avec des matériaux on va dire très techniques autour de 5000 €. On a une offre croissante de matériaux, ça c'est clair, hein, les 15 dernières années, les 15 premières années, on a eu 3 matériaux qui se sont développés et depuis 5 ans, on a pléthore de matériaux qui sont arrivés et on a une utilisation qui est vraiment multisectorielle. Donc en conclusion, c'est pas la technologie qui est la plus rapide, c'est pas la technologie qui est techniquement la plus évoluée. Il n'y a pas des lasers dans tous les sens qui permettent de fabriquer la pièce. Par contre, de par le prix de l'heure de l'utilisation, c'est une technologie qui est toujours présente pour fabriquer des pièces dans tous les secteurs d'activité.